Alors, on va continuer avec l'os, the bone, Oui. comme disent les Américains. Osseus aussi, ce fameux os. Connaissez-le pour le respecter en parodontologie comme en implantologie. Et Catherine vous a montré les tissus mous tout à l'heure du parodonte. Et moi, je vais vous montrer un petit peu l'os et le sément. Et quand on parle de l'os, bien sûr, il y a le périoste. Et le périoste, vous savez, surtout en chirurgie mucogingivale, vous verrez, comme on en parlera beaucoup du périoste, comment le disséquer, essayer de manipuler les lambeaux, etc. Et en chirurgie osseuse, ça va être la même chose en chirurgie osseuse, comment il faut manipuler les tissus pour pouvoir recouvrir l'os au mieux. Et ça va être, d'ailleurs, en chirurgie, mais on en parlera bien sûr, là on est dans l'histologie, ça va être une des clés du succès, de bien manager les tissus mous pour travailler sur l'os. Et le périoste, donc ce périoste qui a deux couches, en fait, une couche externe, une couche interne. La couche externe, on va aller vite là-dessus, qui est essentiellement vasculaire, et la couche interne qui est essentiellement cellulaire. C'est ce que l'on voit ici, cette couche avec beaucoup de cellules ici, et on avait fait d'ailleurs avec Georges un travail sur le périoste à l'issue d'une rencontre avec Goldman qui avait travaillé sur le périoste et qui avait dit le périoste c'est un géant qui dort. Il avait dit aussi du desmodonte d'ailleurs, et c'est un géant qui dort. C'est vrai que, vous le savez, dans les fractures, comme ensuite le périoste, les fractures osseuses, le périoste intervient. Et en chirurgie parodontale, il faut penser au périoste aussi. C'est une source énorme de cellules. Le périoste, et c'est pour ça qu'on voit le périoste interne. Et on avait vu que si on le stimule, ce périoste, on voit une hypervascularisation sur la couche externe et aussi une hypercellularisation sur la couche interne. Il y a de plus en plus une population cellulaire très riche et même des groupes de cellules qui se mettent comme ça en images, qu'on appelle des images en panier, et qui ressemblent tout à fait au périoste embryonnaire. C'est-à-dire quand on le stimule, ce périoste, qui est un périoste adulte, qui paraît sans fonction lorsqu'on le regarde comme ça, vous le stimulez par piqûre par exemple, et vous voyez un périoste qui ressemble à un périoste embryonnaire. Donc, pensez à ce périoste lorsque vous allez recouvrir des faux osseux, etc. L'os alvéolaire avec le sément desmodonte constitue le système responsable de l'ancrage de la dent dans son alvéole. C'est cet ensemble, c'est ce qu'on appelle le parodonte profond. Et quand on parle de nouvelle attache, pensez que la nouvelle attache, en fait, ce n'est pas simplement du tissu conjonctif mou, c'est un desmodonte nouveau, mais c'est aussi un sément nouveau et c'est aussi un os nouveau. C'est l'ensemble des trois éléments. Et donc, il faut voir comment se forme cet os. Et j'ai noté ici que lorsque la formation radiculaire débute, eh bien, le sément desmodonte et l'os alvéolaire commencent également à se développer à ce moment-là. Donc, c'est lié. Alors, si on a le temps, et on le verra peut-être en cours de journée ou demain, je vous montrerai aussi, parce que Catherine a beaucoup parlé de l'épithélium jonctionnel, mais la formation de cet épithélium. Comment elle se fait, ça c'est important parce que lorsqu'on va inciser, et souvent on élimine, pas souvent, quasiment à chaque fois, on élimine l'épithélium jonctionnel et l'épithélium sulculaire. C'est même un des buts thérapeutiques lorsqu'on va traiter les poches, et il faut voir comment ça se reforme. Et donc, bien mettre en condition la reformation de l'épithélium jonctionnel de novo. Alors, restons pour le moment sur l'os. L'os alvéolaire en formation incorpore progressivement des faisceaux de fibres principales du desmodonte, c'est-à-dire les fibres de Charpé. C'est pendant même la formation que se fait tout cela. Et tout à l'heure, dès la première photo, vous vous souvenez ce matin, je vous ai montré la deuxième photo, une attache conjonctive où on voyait le sément bien épais, on voyait ce desmodonte qui s'insérait, et toute la partie qui est insérée dans le sément, c'est ce qu'on appelle les fibres de Charpé. De même, la même partie qui est insérée dans l'os, ça s'appelle aussi les fibres de Charpé. Donc, la structure de l'os alvéolaire, vous voyez ici avec cette
os alvéolaire et ces fibres, ça fait corps complètement. Il y a un moment où c'est inséré et ça devient même minéralisé à l'intérieur. Vous voyez, c'est ces fibres de Charpé qui rentrent, c'est minéralisé. Ça fait corps, on a l'impression que c'est la même structure, sauf que l'un c'est mou et l'autre c'est dur. Mais ça vous fait penser aussi tout de suite que l'os est un tissu extrêmement labile. C'est peut-être même le plus labile des tissus. C'est très labile. Le métabolisme est connu, le métabolisme osseux globalement connu, parce qu'il y a toujours des nouveautés dans les recherches qui nous font dire finalement ce que je savais avant, c'est pas tout à fait ça. Et voilà, il y a ça de nouveau et ça de nouveau. C'est très compliqué d'ailleurs le métabolisme osseux, mais les grandes lignes, on les connaît, les grandes lignes du métabolisme osseux. Donc, c'est ces fibres de Charpé qui lui donnent cet aspect fasciculé à cet os alvéolaire. Et vous entendez souvent parler de la lame cribiforme ou de la lamina dura. On en entend parler particulièrement lorsqu'on examine des radios. Et il faut savoir que ça peut être simplement un artefact radiographique, c'est-à-dire la manière dont s'agence finalement l'image radiographique sur sa bordure, qui donne cet aspect de ce qu'on appelle lame cribiforme ou lamina dura. Mais en fait, je dis ça parce que quand on la regarde à l'histologie, on ne voit pas vraiment une différence. Sauf qu'il y a ces insertions de fibres de Charpé, et on peut penser que c'est ce qui donne cette allure qu'on appelle finalement lamina dura. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on observe des radiographies où on voit au niveau, et on dit tiens, la lamina dura ou la lame cribiforme n'a pas l'air tout à fait normale, elle est un petit peu disjointe, il y a des allures un peu radio-claires, etc. Eh bien, on peut penser que c'est cette attache conjonctive qui est en train de se défaire un petit peu, ou qu'il y a à ce moment-là une inflammation à ce niveau qui fait qu'elle n'est pas aussi résistante que ce que l'on aimerait qu'elle soit.